Parti. Bon, oui. Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence de suite ce webinaire, ça fera venir les derniers retardataires. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement, Bruno Boucher, chef de projet chez ID4Car, en charge du développement de l'activité sur la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je dirais, des Meetup for Mobility organisés par ID4Car, qui portera aujourd'hui sur le thème de la logistique urbaine, logistique du dernier kilomètre, éco-logistique. En termes d'organisation pour les participants, vous avez à votre disposition un petit onglet, un petit champ nécessaire pour toutes vos questions-réponses, donc via le chat. N'hésitez pas à l'utiliser et puis nous reporterons vos questions à nos intervenants du jour. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, le thème de la logistique urbaine, éco-logistique. Finalement, parce que l'attractivité des centres-villes, des collectivités, des métropoles est primordiale, les acteurs institutionnels qui les gèrent mettent en place tout un tas d'actions, de stratégies, afin de maîtriser notamment les mobilités sur leur territoire. Améliorer la qualité de l'air, diminuer les nuisances sonores, mène par exemple à la piétonisation de certaines rues, à la limitation de la vitesse sur d'autres, à l'interdiction de la circulation des poids lourds dans certains quartiers, voire la mise en place de péages urbains dans certaines très grosses agglomérations. Mais finalement, qui dit attractivité, dit aussi la nécessité de répondre à des besoins de consommation pour un écosystème qui est parfois très dense, et donc d'en maîtriser la logistique correspondante. Alors, à l'heure où le commerce notamment de proximité, le commerce local se développe rapidement, à l'heure aussi où le e-commerce explose et finalement entraîne des flux de marchandises conséquents et additionnels, ID4Car a décidé de pouvoir monter en tout cas de mettre en valeur la logistique urbaine, logistique décarbonée, et de donner la parole à deux acteurs incontournables de nos territoires, que sont à la fois Bordeaux Métropole et VUF. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que donc Bordeaux Métropole, par cette présentation de Bordeaux Métropole, on puisse tous prendre conscience des enjeux, des actions, de la stratégie menée par une métropole telle que celle de Bordeaux en termes de logistique urbaine. Et puis, ce que je vous propose aussi dans un deuxième temps, c'est que finalement, VUF, concepteur, opérateur et qui commercialise des vélos cargo, puisse nous faire part aussi de son retour d'expérience dans cet environnement qui est parfois très contraint. Je vous propose de laisser la parole immédiatement à Thibaut Baladon, qui est chef de projet logistique urbaine et mobilité électrique chez Bordeaux Métropole. Thibaut, c'est Bonjour à à vous. tous, merci Bruno et merci Simon également pour cette invitation et cette tribune. Je vais partager tout de suite une présentation que vous devez normalement voir. Je vais mettre ça en plein écran. Normalement, c'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à tous. L'idée pour moi aujourd'hui, ça va être de vous présenter ce que ça implique, la logistique pour nous, une métropole sur notre territoire, vous présenter comment on travaille dessus et plus spécifiquement parler de cette décarbonisation des flux qu'on recherche et qu'on encourage bien évidemment, et notamment en faveur du vélo. Je vais y revenir. Si je prends un peu de hauteur avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on considère, nous, la logistique comme en tant que sa fonction support de l'activité économique. Tout ce qui est produit, tout ce qui est consommé dans notre agglomération va générer un besoin logistique, et cette logistique, elle se caractérise par un flux. En grande majorité, ces flux sont entre établissements économiques. Ça représente, on estime ça à 72 000 opérations de livraison ou d'enlèvement par jour sur la métropole, qui sont réalisés eux-mêmes qu'à moitié par des transporteurs professionnels. Ce sont un peu tout le schéma rouge que vous voyez sur ce schéma qui est très basique, qui est bien sûr pas exhaustif. Et à ne jamais oublier qu'il y a aussi presque la moitié des flux qui sont faits pour compte propre par des établissements économiques eux-mêmes, sans passer par le compte d'autrui, qui sont donc du coup tous les schémas en bleu et en orange. On retrouve, s'additionne à ça également les flux e-commerce qui explosent, je vais y revenir aussi, où on estimait avant la crise du Covid à environ 25 000 livraisons par jour de particuliers sur la métropole.
Et tous ces flux-là, on commence à bien mieux les connaître. On sait que 68% de ces flux sont réalisés par des véhicules utilitaires légers, ce qui est en forte augmentation évidemment depuis les premiers chiffres qu'on avait dans les années 90, mais surtout ce qui veut dire que le poids lourd, qui est un peu la partie visible de l'iceberg quand on parle de transport de marchandises, ne représente qu'à peine un tiers des flux. On sait aussi ce qui génère ces flux de marchandises. Ce n'est pas forcément la grande distribution, ce n'est pas forcément les activités logistiques elles-mêmes qui génèrent ces flux. C'est en grande majorité le petit commerce et toutes les activités tertiaires de l'agglomération qui génèrent ces besoins et ces flux. Un des chiffres clés aussi sur lesquels on s'appuie beaucoup et à partir duquel on travaille, c'est que 40% des opérations de livraison sur notre agglomération se font pendant les heures de pointe de circulation, ce qui évidemment va mettre en lumière cet aspect congestion que non seulement la marchandise génère, mais aussi qu'elle subit bien évidemment. Alors, il y a trois grands phénomènes qui expliquent un peu pour nous la place qu'ont pris les flux logistiques dans la ville et qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs les effets et les externalités négatives. Le premier, c'est ce phénomène de desserrement logistique. Alors, étalement urbain, quand on parle d'urbanisme, ça parle généralement un peu plus. De cette logistique a été chassée des villes, soit parce qu'elle générait des nuisances, et donc les acteurs locaux, quel que soit le territoire, ont eu tendance à plutôt les éloigner, ou ces activités qui se sont éloignées, même naturellement, par simple coût du foncier, évidemment. Et cet éloignement a entraîné des augmentations de distance à parcourir, une concentration de ces flux-là sur les axes autoroutiers de l'agglomération. Et si vous êtes de Bordeaux et que vous prenez la rocade le matin, vous voyez très, très facilement cet effet-là de congestion et de pollution qui s'accumule sur les grands axes de circulation. Le deuxième phénomène, et pas des moindres, c'est l'hypercompétitivité du mode routier. C'est que le transport routier est ultra performant, il est flexible, il est rapide et surtout il est très peu cher. Il est tellement peu cher que souvent il apparaît comme gratuit quand on passe une commande en tant que particulier notamment, alors qu'évidemment un transport n'est pas gratuit. Mais ce transport n'est plus un obstacle dans l'économie. Cette économie, elle peut fonctionner en flux tendu et du coup démultiplier encore plus les flux. Il y a un grand phénomène aussi qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce e-commerce qui n'est plus du tout marginal quand on parle de flux de marchandises. Il y a encore 10 ans, il l'était, quand on compare ça avec les flux entre établissements économiques. Aujourd'hui, les flux e-commerce et l'ensemble des flux aux particuliers de manière générale, qui ne sont pas que du e-commerce, représentent la recherche s'accorde pour entre 20 et 30% des flux logistiques d'une agglomération, ce qui est évidemment considérable. La crise du Covid a fait gagner 3 à 4 ans sur toutes les perspectives d'évolution du e-commerce. Et cette logistique, même si elle est très bien optimisée, elle ne remplace pas une logistique qui existait déjà, elle ne fait que s'additionner à ça. Et du coup, ça nous pose, nous, bien évidemment, un certain nombre d'enjeux qui se démultiplient et qui mettent en lumière le transport de marchandises sur toutes nos politiques publiques aujourd'hui. Ces enjeux, on peut les catégoriser en 3 grandes catégories que vous avez sous les yeux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la logistique urbaine, qui vise directement l'approvisionnement des établissements économiques et de la consommation des ménages de l'agglomération. C'est là où on va retrouver la grande majorité des flux, et c'est ce qui contribue le plus aux enjeux de congestion, de polluants, d'accès au centre-ville, notamment pour livrer. Le partage de la voirie, qui devient un vrai enjeu de plus en plus, pose de plus en plus de questions chez nous. On a aussi l'enjeu de ce qu'on appelle, nous, la grande logistique. C'est tous ces flux de transit internationaux, le transit intercommunal également, les zones d'activité, le foncier logistique périphérique, qui génèrent pas mal de flux. C'est objectivement pas les flux qui sont les plus nombreux, mais c'est généralement ici qu'on va retrouver tous les flux qui agacent, qui irritent, qui font la une de la presse quand on parle de transport de marchandises. Et c'est aussi là, malheureusement, sur lequel on a le moins d'outils directs pour agir ou à coup d'immenses investissements d'infrastructures de transport. Et un enjeu que je mets toujours en lumière, parce qu'on a souvent vite tendance à l'oublier, c'est que cette logistique, elle sert la vitalité du territoire. C'est une fonction support de l'activité économique, c'est son réseau sanguin, et si la logistique s'arrête, la ville s'arrête derrière, littéralement. Et je crois que la crise du Covid l'a d'ailleurs très bien illustré. On a, nous aussi, collectivité, tout intérêt à ce que ça fonctionne bien et on a tout intérêt à ce que cette activité économique n'ait pas de bâton dans les roues, contrairement à ce que vous pourrez penser. On ne lutte pas contre la logistique, on cherche plutôt à faire en sorte qu'elle fonctionne le mieux possible. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que collectivité là-dessus? Déjà, toujours garder en tête que pour nous, dans notre philosophie, c'est que ce transport de marchandises relève d'opérateurs privés.
La loi nous permet d'organiser, de financer un service de logistique, mais ça reste un marché très concurrentiel, à faible marge. La moindre instabilité sur ce marché se répercute directement sur l'emploi et la qualité de l'emploi, ce qui est évidemment dans notre intérêt de protéger ça sur le territoire. Et donc, dans notre intervention, la collectivité a toujours soin de faire attention justement à ne pas venir déstabiliser ce marché qui n'a pas besoin non plus qu'une collectivité vienne mettre des bâtons dans les roues de tout ça. Et donc, notre rôle, il est plutôt d'être régulateur, notamment quand on parle de réglementation de circulation ou de stationnement sur le territoire, de planificateur. Alors ça, c'est une obligation qu'on a d'ailleurs dans les documents d'urbanisme de tenir compte de ces enjeux logistiques et aussi d'être facilitateur, d'inciter, d'encourager et de créer les conditions favorables à ce que l'activité puisse bien s'exercer. Et pour ça, on a deux grandes catégories d'actions. Je ne rentrerai pas forcément dans le grand détail, mais globalement, tous les outils qui sont relatifs à nos compétences administratives et aux outils qu'on peut lever, que ce soit nous, Bordeaux Métropole, mais également toutes les communes avec qui, évidemment, on travaille, sur l'usage de la voirie, cette fameuse réglementation, l'aménagement de cette voirie et de l'espace public, qui est évidemment un outil super important si on veut agir efficacement sur les flux logistiques. Tout ce qui est urbanisme, aménagement urbain et la maîtrise du foncier, qui sont aussi un de nos outils historiques et importants. Et bien évidemment, l'infrastructure publique de transport sur lequel on agit, notamment aussi avec les autres collectivités et notamment à une échelle plus régionale. On a aussi une carte à jouer, je pense, dans l'accompagnement de l'initiative privée, d'encourager et de permettre l'expérimentation, le développement de nouvelles pratiques sur le territoire. C'est aussi de notre intérêt à ce que les acteurs économiques puissent se servir de la métropole, entre guillemets, comme terrain de jeu pour expérimenter des choses et les mettre en place. On peut pour cela accompagner techniquement, que ce soit sur l'accompagnement d'un projet en lui-même, sur du relationnel, sur de la valorisation de projet. On peut accompagner des entreprises là-dessus. Et on peut aussi impulser nous-mêmes de nouveaux fonctionnements et de nouveaux usages en espérant que ça prenne derrière. C'est exactement ce qu'on avait fait sur l'espace logistique de proximité qu'on avait mis en place pendant les travaux de la ligne D du tramway à Bordeaux, où finalement ce dispositif a perduré derrière sous un format complètement indépendant d'une intervention de la collectivité. Dans toute cette thématique logistique urbaine, il y a un sujet qui va revenir très souvent, qui est aussi l'objet du focus aujourd'hui pour nous, c'est cette logistique du dernier kilomètre. Par définition, ce dernier kilomètre, c'est juste le dernier maillon d'une chaîne logistique qui vise justement à la distribution finale de la marchandise et à son point de destination finale. Plus largement, ce qu'on intègre quand même dans la logistique du dernier kilomètre, c'est toute l'optimisation des livraisons dans le centre-ville. C'est un des principaux enjeux de la logistique. Ce n'est pas le seul, évidemment. On travaille à différentes échelles sur différents enjeux et différents périmètres d'intervention. Mais évidemment, cette logistique du dernier kilomètre concentre un certain nombre d'enjeux forts, puisque c'est aussi sur ce dernier kilomètre qui est le plus complexe en termes de transport et qui est également le plus coûteux pour les acteurs économiques. Et donc, c'est là où il y a le plus d'intérêt aussi pour nous à agir et à chercher des performances. Le vrai enjeu derrière ce dernier kilomètre, ça va être de rapprocher le point d'origine du point de destination et de réduire les distances parcourues. Derrière cette petite phrase qui paraît un peu dissociée du sujet, en fait, c'est là où on va avoir tous les gains environnementaux, mais aussi des gains économiques qu'on peut faire sur le dernier kilomètre et qui va pouvoir prendre des formes différentes. Notamment dans les formes les plus courantes qu'on voit quand on pense à la logistique urbaine du dernier kilomètre. C'est le principe qui est en bleu, c'est de massifier, qui est en bleu dans le schéma, pardon, qui est de massifier le flux amont à destination d'une centralité à desservir, de grouper la marchandise dans un espace logistique dédié, un dépôt logistique qui est à proximité directe de la zone à distribuer, et derrière de dégrouper cette marchandise et de la livrer à l'aide d'un mode décarboné, mais surtout, ce qu'on peut faire, évidemment, un mode doux. C'est important dans le sens où, évidemment, on a aussi, nous, intérêt à ce qu'il y ait une décarbonisation de ces flux. Mais si ça peut, alors soit ne pas avoir de flux directement et d'économiser des véhicules en circulation, c'est toujours une bonne chose. Mais si ce flux peut être en mode doux, c'est évidemment encore mieux pour nous. J'aime bien ce schéma parce que du coup, il met en lumière aussi cette première étape qui consiste à la massification amont qu'on a souvent tendance à oublier quand on parle de logistique du dernier kilomètre et qui est pourtant indispensable. Pour livrer en mode propre et notamment pour livrer en mode doux, il faut avancer un moyen massifié. Et donc finalement, si on veut aussi faire de la cyclo-logistique, ça veut dire qu'il faut accepter en amont qu'il y ait des moyens massifiés et potentiellement donc du poids lourd qui accompagne cette logistique du dernier kilomètre.
Et du coup, quand on parle de dernier kilomètre, et je vais faire un dernier focus sur ce thème-là, on va parler de plus en plus de cyclo-logistique et de livraison à vélo, qui est évidemment quelque chose qu'on souhaite encourager sur tous les plans. Pourquoi? Parce que cette cyclo-logistique, elle est particulièrement adaptée à ce dernier kilomètre. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire à vélo pour livrer dans le centre-ville. On a des très beaux exemples à Bordeaux, comme l'atelier remue-ménage, les triporteurs bordelais, les coursiers bordelais ou Urbi, qui sont en place, qui exercent. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Je pense que Thomas, juste après moi, parlera aussi de cet accompagnement qu'il peut avoir en termes de matériel. Mais aujourd'hui, on peut quasiment tout porter, tout type de conditionnement, évidemment du pli du colis, du petit colis, qui est évidemment ce dont on pense en premier quand on parle de cyclo-logistique, mais aussi du sec, du frais et même du pondéreux. Ça se fait de plus en plus. Il y a très peu de restrictions pour accéder à la ville, c'est assez rapide et flexible, mais surtout, et ça c'est quelque chose qui est assez récent, on n'aurait peut-être pas eu le même discours il y a une dizaine d'années, c'est qu'il y a un vrai modèle économique et social qui peut exister. La livraison à vélo, ce n'est pas que du modèle ubérisé. La profession commence à bien réaliser que livrer à vélo, ce n'est pas une question de greenwashing, qu'il y a un vrai intérêt en termes de performance derrière, et qu'il y a aussi un marché et un potentiel qui est très largement sous-estimé. Au-delà du dernier kilomètre, cette cyclo-logistique, elle s'adapte aussi beaucoup aux comptes propres qu'on voit de plus en plus, notamment tous les métiers qui peuvent s'exercer à vélo, donc les artisans, bien évidemment, les comptes propres qui vont livrer eux-mêmes leurs clients des vélos ou qui s'approvisionnent eux-mêmes par les vélos. On en voit de plus en plus sur Bordeaux. C'est très difficile pour nous d'ailleurs d'avoir un décompte précis de ce qui se passe réellement en termes d'évolution de cette activité-là, mais on le voit au quotidien dans nos rues. Un petit bémol quand même, parce qu'il faut toujours mettre un bémol dans cet océan de positivité sur le vélo. Ce n'est pas non plus un mode qui est sans contrainte. Les distances, notamment trop importantes, vont limiter la compétitivité du mode de vélo. On a une distance de pertinence qu'on estime à 2 à 4 km de rayonnement autour d'un dépôt, ce qui ne veut pas dire qu'on peut bien évidemment pas faire plus, mais une distance à partir duquel la compétitivité économique va commencer à se questionner. C'est assez peu adapté, évidemment, à des contraintes de volume très importants à livrer dans un délai très court. Par exemple, pour livrer une supérette, 18 palettes en 1 heure de temps avant l'ouverture, le vélo est évidemment assez peu adapté, même si, bien sûr, on peut le faire techniquement. De manière purement fonctionnelle, ce n'est pas forcément le plus simple à mettre en œuvre. Mais il y a, entre livrer un colis et livrer 18 palettes à une supérette, il y a quand même un panel très large et un spectre très large d'activités qui peuvent être concernées par cette cyclo-logistique. Un des points noirs qui est pour nous la principale contrainte, c'est cette difficulté justement de trouver ces points de dégroupage en centre-ville, ces ELU, ELP, on appelle ça comme on veut. Déjà parce que l'immobilier public est assez rare ou pas toujours priorisé pour de l'activité productive, et que le coût de l'immobilier privé est tellement prohibitif pour une activité à très faible marge comme la logistique que c'est très difficile d'identifier et de trouver ces points. Et enfin, et pas des moindres, mais livrer à vélo, c'est un métier. On ne met pas facilement des chauffeurs poids lourds ou des chauffeurs d'utilitaires sur un vélo. Ce n'est pas la même chose d'aller au travail à vélo ou de transporter ses enfants à l'école en vélo que de porter une palette de 200 kg sur un vélo. Donc, il faut former des gens, il faut structurer des filières. Ça demande évidemment de transformer toutes les chaînes logistiques. Et donc, même si c'est faisable et que c'est intéressant, c'est un processus qu'il faut mettre en place. Il y a toute une structuration à faire et qui prend évidemment du temps. Alors, comment nous, Métropole, on peut accompagner ça, et je conclurai là-dessus quand on parle de cyclo-logistique. En premier lieu, c'est d'identifier ces locaux et ces espaces dédiés qu'on peut mettre derrière à disposition d'activités et d'opérateurs spécialisés. On a une action en ce moment qui est dédiée à ça, pour identifier ces sites à différentes échelles, d'ailleurs, pas que dans le milieu très urbain, mais aussi en périphérie, qu'on peut mettre à disposition d'acteurs économiques qui, eux-mêmes, par intérêt, pourront se développer grâce à ça. Je pense que la collectivité a un vrai rôle à jouer là-dessus, quelle qu'elle soit, que ce soit une grande métropole comme des agglomérations plus mesurées, ou finalement, je pense, sans ce pied à l'étrier de la collectivité, il y aura un développement qui aura un peu plus de mal à se faire. Il faut aussi que livrer à vélo ait un avantage compétitif sur des modes plus lourds, et ça passe par des périmètres d'action contraints et réglementés, qui existe déjà naturellement quand on parle de centre-ville d'une métropole comme Bordeaux. On a depuis une vingtaine d'années maintenant une réglementation assez restrictive aussi
dans la zone piétonne qui est autorisée aux livraisons entre 7h et 11h, qui favorise déjà la cyclologistique et qui sera renforcée demain et qui favorisera encore plus la cyclologistique. Et donc ça, évidemment, un rôle là-dessus qu'on a bien évidemment avec les communes qui ont le pouvoir de police. On peut aussi contribuer, indirectement, mais contribuer à cette productivité de la cyclo-logistique, dans le sens où non seulement on peut accompagner les initiatives privées et locales, mais aussi on a un rôle pour améliorer cette fluidité de circulation par l'infrastructure publique. Et donc ça, c'est un de nos grands objectifs, évidemment, de notre plan vélo qui est en cours d'ailleurs de révision, d'améliorer ces infrastructures cyclables et notamment en intégrant de plus en plus ce besoin de volume conséquent sur les véhicules. Et un dernier point, je conclurai directement là-dessus, à ne pas oublier la véritable cible quand on parle de cyclo-logistique. Ce n'est pas forcément la collectivité qui va avoir un pouvoir de révolution dans le domaine, ça va être les donneurs d'ordre du fret directement, ceux qui passent une commande et qui paient pour effectuer une prestation de transport. On a besoin, je pense, collectivement qu'il y ait un engagement de ces donneurs d'ordre qui se mettent en place. Et ces donneurs d'ordre, quelle que soit votre activité, ça peut être vous. C'est moi quand je passe une commande publique pour du matériel, pour des travaux publics, c'est n'importe quelle société pour tous ces flux logistiques. Et on a tous le pouvoir d'avoir cette exigence, d'avoir demain des modes d'approvisionnement qui sont plus propres et plus doux. Et je pense qu'il faut collectivement qu'on aille plus dans ce sens-là. Et je pense que la ville apaisée nous le rendra bien. Merci pour votre attention. Bruno, je te relaisse la main. Oui, merci Thibaut pour votre présentation. Pas de Merci pour tous problème. ces éléments. C'est vrai qu'on a bien compris cette notion de dernier kilomètre qu'il ne faut absolument pas dissocier des tout premiers maillons de la chaîne. Comme vous l'évoquiez, avoir conscience qu'il y a forcément du poids lourd quelque part dans la chaîne et notamment en tout premier lieu. Et puis c'est vrai que cette notion de pouvoir transporter un petit peu, je dirais, tout et n'importe quoi en termes de produits, et que finalement, ce dernier kilomètre permet aussi, et parce que les techniques le permettent en termes de cargo et de boîtes, de boîtes réfrigérées notamment, de pouvoir respecter la chaîne du froid, par exemple, en tout cas la variété, la diversité des produits qui peuvent être transportés. J'ai vu qu'il y a une question qui est arrivée. Alors, sur le volet expérimentation, quand vous parliez tout à l'heure d'expérimentation aux côtés de l'entreprise privée, la question est la suivante, pardon. La fonction expérimentation que vous citiez, est-elle structurée au niveau de Bordeaux Métropole? Elle n'est pas structurée aujourd'hui dans le sens où on n'a pas forcément une initiative d'appel à projet directement pour inciter à l'expérimentation. On est plutôt aujourd'hui, ça pourrait changer effectivement dans le futur, dans une position où on est très ouvert à ce qu'on vient de nous proposer, des projets, quels qu'ils soient. On est prêt à travailler avec n'importe quel opérateur pour mettre en place des choses, si tant est évidemment que ça réponde aux objectifs de la politique publique, mais ça, j'en doute pas trop généralement. On est prêt à tester des choses. Si on doit mettre en place, si on doit mettre à disposition de l'espace public, pourquoi pas y réfléchir si c'est pertinent. On peut travailler à de la mise en relation. Aujourd'hui, on n'a pas de dispositif de financement directement à ça, mais on peut peut-être essayer de trouver des moyens de faire porter des demandes de financement auprès d'organismes qui en ont aujourd'hui. Voilà, on peut travailler avec des opérateurs qui sont volontaires là-dessus. D'accord. Ok, merci. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de Monsieur Quéron, mais ok, c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole s'il n'y a pas d'autres questions immédiatement, n'hésitez pas par la suite. Moi, j'en ai d'autres tout à l'heure, Thibaut, pour vous, donc il y a Pas un de peu souci, pas de souci. ce que je vous propose, c'est de passer directement la parole à Thomas Chenu, qui est du coup président de l'entreprise VUF et qui conçoit, commercialise des vélos cargo. Donc, on va passer de l'aspect institutionnel, la vision institutionnelle, les choix, la stratégie de la collectivité, en tout cas en l'occurrence de la métropole, à vraiment l'opérateur, à celui qui doit faire avec ses contraintes, les contraintes de son environnement et de l'écosystème. Thomas, je te laisse la parole. Merci à toi. Merci Bruno. Hop, je vais partager.
Donc, bonjour à tous. Merci Bruno pour l'invitation. La transition, merci également à Thibaut. Je m'appelle Thomas Chenu et donc j'ai créé en 2017 VUBike, qui est une marque de vélo cargo XXL à assistance électrique, qui a donc pour objectif de remplacer les véhicules utilitaires motorisés des professionnels qui opèrent leur activité en centre-ville. Donc, en fait, nous proposons à ces professionnels toute une gamme de vélos cargo modulaires pouvant tracter jusqu'à 250 kg et jusqu'à 1,5 m3 sur leur base arrière. Donc, concrètement, que vous transportiez du froid, du chaud, du colis, du sec, du déchet de 0 à 250 kg et donc de 0 à 1,5 m3, il y aura toujours une gamme de vélos cargo VUF adaptés donc à votre besoin. Et donc, clairement, ce positionnement B2B que nous avons chez VUF sur ces derniers mois, voilà, c'est avéré quand même gagnant. Ces professionnels urbains, et donc ça a été expliqué aussi par Bruno, ces professionnels urbains, ces entreprises, ces artisans qui opèrent donc en centre-ville sont de moins en moins autorisés à circuler en zone urbaine avec leurs véhicules utilitaires. Il y a énormément de réglementations coercitives. On a parlé des villes qui se ferment, on a parlé des plages horaires de livraison pour les véhicules qui sont de plus en plus réduites. Il y a un déploiement également des zones piétonnes et des zones également à faible émission de CO2. Les voies de circulation se sont réduites au profit des pistes cyclables. Donc clairement, en fait, aujourd'hui, il y a une autoroute pour tout ce qui est vraiment cyclo-logistique. En plus de ça, ces professionnels urbains font face à une explosion de leurs coûts d'exploitation et notamment leur part contravention a explosé. On a des clients parisiens qui nous expliquaient que les contraventions étaient quasiment de plus de 1 000 € par véhicule qui opéraient donc en centre-ville. Voilà, on l'estime en moyenne à 5% de charges. Les contraventions sont égales en fait à 5% des charges de ces sociétés qui font la logistique urbaine. Donc, c'est vraiment énorme. Et puis, ces sociétés voilà, perdent en efficacité avec des opérateurs qui sont bloqués dans des embouteillages, comme l'a dit Thibaut, des embouteillages qui génèrent et donc qui subissent également. Et s'ajoute à cela voilà, tout ce qui est impact négatif sur l'environnement, sur la vie des citadins, avec une pollution atmosphérique et sonore qui est de plus en plus importante. Donc voilà, donc la solution donc, à ce problème de véhicules en centre-ville et qui est de plus en plus plébiscité, c'est clairement le vélo cargo qui se positionne comme la solution la plus idéale, la plus cohérente à cette activité de professionnel du dernier kilomètre. À vélo, on adresse 100% du territoire à toutes les heures. On a un temps de déplacement qui est divisé par 4. On a des coûts d'utilisation qui sont divisés également par 10. Et tout cela de manière écologique et responsable. Donc, il y a énormément d'exemples en fait, qui illustrent l'efficacité des déplacements de vélos cargo versus des camionnettes pour un même volume transporté et pour un même poids également transporté. Donc là, c'est un exemple sur Amsterdam où voilà, on a une livraison en 5 minutes versus 20 minutes avec un véhicule utilitaire. Clairement, en fait, voilà, en vélo cargo, on roule sur les pistes cyclables, on roule sur les voies de bus, on a les autorisations pour se garer sur les trottoirs. Donc, il y a vraiment une facilité d'utilisation qui est incomparable. Et c'est vrai, je rejoindrai Thibaut sur ça. Je suis convaincu également que l'offre de vélo cargo actuelle, les réglementations qui pèsent également sur notre filière, les réglementations ne permettront pas clairement de massifier et d'aiguiller tous les flux urbains sur les vélos cargo. Il y a encore énormément de domaines, de matières où le vélo cargo n'est pas forcément adapté. Il y a aussi des infrastructures qui ne sont pas forcément aussi adaptées aujourd'hui à la cyclo-logistique. Donc, le vélo cargo ne pourra pas tout opérer, mais voilà, il faudra un mix voilà, tourné vers des solutions décarbonées. Donc voilà, il y a vraiment des axes de travail aujourd'hui pour développer la cyclo-logistique, qui est clairement en fait la filière qui pousse notre marché du vélo cargo. Depuis 4-5 ans, voilà, cette filière vélo cargo spécifique professionnelle connaît une croissance continue qui a littéralement été dopée avec l'effet Covid. Voilà, il y a de plus en plus de professionnels qui intègrent donc, cette cyclo-logistique à leur activité, qui s'équipent de vélo cargo. Il y a un fort donc, développement de cette cyclo-logistique qui a un effet sur le foncier. On en parlait tout à l'heure. Tous les professionnels urbains recherchent des hubs logistiques. Nous, on les appelle les hubs logistiques. Ils portent plusieurs autres noms. Donc, ces hubs logistiques les plus proches possibles de leur activité, donc de leurs clients. Il y a malheureusement très, très peu d'offres. Les prix explosent.
sur Paris pour un 1000 m² comptait 36 000 euros. Et c'est la raison pour laquelle chez VUF, nous, on travaille et on est accompagné en cela par la région. On travaille sur des vélos cargo de très grande autonomie, des vélos cargo donc, à hydrogène qui ont des autonomies de 100 km versus 60 km avec des batteries lithium. Et en fait, ça pourra permettre en fait, aux professionnels d'établir leur hub en première couronne de centre-ville et d'opérer leur activité sans se soucier de l'autonomie de leur vélo cargo. Donc ça, c'est une première flotte de VUF à hydrogène qui sera sur le marché en fin 2021 et sur La Rochelle. Et également, nous sommes donc intégrés aussi à des groupes de travail au sein du ministère et des organismes de mobilité pour adapter réellement la ville de demain à la cyclo-logistique. Donc, il y a des travaux, des études pour investir des espaces devenus obsolètes. Donc là, on parle de nappes de parking souterrains sous-utilisées, d'anciennes stations-service. On travaille également pour redévelopper des délaissés urbains. Donc là, on parle d'arches de voies ferrées, de sous-faces de boulevards, des tunnels ferroviaires aussi abandonnés. On travaille pour accompagner des projets urbains en mutualisant des stationnements et en requalifiant également de l'espace public. Voilà, l'objectif est clair, c'est de construire la ville de demain en favorisant donc, ces mobilités décarbonées, donc notamment le vélo cargo, avec de nouvelles infrastructures intégrées à la ville et qui, pour le coup, seraient vraiment adaptées à la cyclo-logistique. Et comme toutes les filières émergentes, il y a une nécessité aujourd'hui de donner un élan pour tracter le marché, encourager l'achat notamment du vélo cargo. Il y a des aides qui ont été créées récemment, il y a quelques semaines, pour acheter des vélos cargo. On sent vraiment un engouement. Bon, c'est difficile aujourd'hui à quantifier, mais voilà, on se rend compte qu'il y a des nouvelles cibles également que nous n'avions pas forcément identifiées. Donc, c'est quand même une très, très bonne chose. Mais ces aides, voilà, elles sont clairement la clé du succès de la filière vélo cargo et cyclo-logistique. À titre de comparaison, en 2020, en Allemagne, il y avait des aides à l'achat pour des vélos cargo et des aides à l'achat pour des véhicules électriques. Il y a eu 40 000 vélos cargo achetés et il y a eu 40 000 véhicules électriques achetés. À la même année, donc en 2020 en France, il y avait des aides à l'achat pour des véhicules électriques, mais il n'y en avait pas pour des vélos cargo. Et on avait 3 000 vélos cargo achetés contre 40 000 véhicules électriques achetés. Donc, voilà, il sera vraiment intéressant de revoir ces chiffres en fin d'année, étant donné qu'on a eu des aides à l'achat de la part de l'ADEME. On a eu pas mal de programmes également qui aident des professionnels à s'équiper de vélos cargo. Donc, c'est un bilan qu'on pourra dresser en fin d'année. Et donc, un petit retour sur un cas pratique, parce que c'est toujours intéressant d'illustrer ça. Donc, VUF Bike, notre société, en fait, elle est issue d'un projet pilote de collecte de déchets à vélo qu'on a mené de 2014 à 2017 dans le centre-ville de Toulouse pour le compte d'un groupe qui s'appelle Saria, qui collecte et valorise des déchets. Notre idée, clairement, c'était de valider la pertinence économique d'un modèle de collecte de déchets à vélo pour le substituer à une collecte de déchets réalisée donc en camion et jugée très onéreuse. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'était de valider un concept technique, donc aujourd'hui, le vélo cargo, parce qu'à l'époque, aucune offre de vélo cargo ne permettait de transporter beaucoup de charges et beaucoup de volume, en tout cas qui était adapté vraiment à notre business. Donc, le concept était simple. Traditionnellement, le groupe Saria avait collecté le centre-ville avec des véhicules utilitaires. Ils avaient un centre de dépôt qui était situé à 15 km du centre-ville et ils faisaient des va-et-vient pour collecter ces déchets. Nous, on a décidé de poser un intermédiaire. On a mis un entrepôt intermédiaire en première couronne du centre-ville. Si vous connaissez un peu Toulouse, donc c'était à côté de la gare Matabio. C'est un entrepôt qui était à quand même 2 km du centre-ville. C'était des box, des parkings qu'on avait aménagés pour stocker ces déchets. Et l'idée, c'était tous les jours de partir dans le centre-ville, qui est illustré, donc cette zone d'activité qui est illustrée par un cercle rose. On collectait une centaine de restaurants sur cette zone-là et on faisait des allers-retours avec notre centre on stockait dans notre hub près de Matabio. Et une fois que le hub était rempli, on avait un appel, on appelait le groupe Saria qui venait avec un plus gros camion dans des heures qui ne perturbaient pas la circulation et venait collecter tout notre hub. Donc, on a eu des résultats quand même en 36 mois d'activité quand même qui étaient hyper intéressants.
On avait baissé le coût de collecte de 12%. Bon, de toute façon, voilà, parce qu'en vélo, il n'y a pas forcément, comme je l'ai expliqué, on a des coûts de maintenance et d'utilisation qui sont 10 fois inférieurs à des véhicules. Donc là, bon, c'était un coût de collecte qui a été estimé à moins de 12%. On collectait 20% de gisements en plus, tout simplement parce que quand ils venaient collecter avec des camions, pour optimiser leur tournée, pour la rentabiliser, ils étaient obligés en fait, qu'il y ait plusieurs restaurants autour qui disposaient en fait de matière. Donc voilà, et souvent, quand un restaurant avait sa poubelle remplie, ben, il ne pouvait pas attendre que les autres restaurants allaient également, donc il trouvait un autre exutoire à ces déchets. Donc voilà, nous, avec cette fréquence de collecte, on était en capacité de collecter vraiment l'existant. Donc voilà, donc c'est pour ça on avait 20% de gisements en plus. Et puis, on a collecté également du déchet qui n'était pas forcément, enfin, une quantité de déchets qui n'était pas forcément collectés auparavant parce que c'était des petits restaurants qui n'avaient pas forcément le foncier pour stocker des poubelles. Donc, on a pu, grâce à les vélos, adresser un autre marché, une autre cible. Donc, ce qui était quand même très intéressant. C'est un projet pilote qu'on vous met, qu'on explique, mais aujourd'hui, bon, ça c'est sur du déchet, mais il existe plein de projets pilotes qui se développent dans la logistique de dernier kilomètre, quelles que soient les activités, que ce soit du colis, pour livrer des plateaux repas. Mais on est vraiment dans une phase aujourd'hui de test. Tous les grands opérateurs, les grands donneurs d'ordre, les grands comptes passent par des phases de test en interne, quand ils portent en interne, pour valider vraiment les modèles économiques. Donc voilà, le marché clairement de la livraison urbaine, bon, vous l'avez compris, notre marché c'est celui-ci. Et plus précisément, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment disrupter le marché des véhicules utilitaires légers qui opèrent cette logistique de dernier kilomètre. Voilà, donc d'après certaines études, donc le comité des constructeurs français d'automobiles, il y a 478 000 véhicules utilitaires légers qui ont été vendus en 2019. Et ce sont ces véhicules utilitaires qui, chaque jour, opèrent les 10 millions de livraisons qui sont en plus induites par l'explosion du e-commerce. En France, c'est 2 millions de véhicules utilitaires légers vendus en moyenne tous les ans. Et on estime que les vélos cargo pourraient remplacer 50% de ces déplacements urbains d'ici 2030, soit voilà, clairement un volume de quasiment 1 million, un peu plus d'1 million de vélos cargo. Donc, sur le marché du dernier kilomètre, voilà, on fait face vraiment à une concurrence à la fois directe et indirecte. Nous avons un gros avantage nous, compétitif par rapport aux véhicules utilitaires motorisés, car nous proposons voilà, une livraison donc, du dernier kilomètre décarboné, et nous sommes considérés comme des vélos cargo, enfin des vélos à assistance électrique, donc autorisés à rouler sur les pistes cyclables, les voies de bus, nous verrez donc sur les trottoirs, et nous transportons de plus grosses charges que nos concurrents, là pour le coup direct, représentés par les autres vélos cargo et les scooters. Et en 2021, étant donné que voilà, les centres-villes se ferment, cette utilisation de véhicules utilitaires légers, comme on voit, est de moins en moins présente, ou en tout cas doit se transformer en véhicules, en tout cas en mode doux décarboné. Donc, on voit quand même des flottes de véhicules électriques de plus en plus voilà, rouler dans nos centres urbains. Et je finirai juste par mettre en avant la forte valeur ajoutée en fait, de nos vélos cargo, nos technologies qui ont été déposées, nos concepts mécaniques innovants qui nous permettent aujourd'hui de garder toute l'industrialisation de nos vélos cargo en France. Donc là, pour le coup, nous sommes aussi accompagnés par la région, par l'ADI, par ID4Car, pour sourcer vraiment ces partenaires industriels qui sont capables de répondre à nos besoins. L'équipe VUF, c'est une douzaine de personnes et on estime à la création de 4 à 5 emplois indirects. Hein, un emploi sous-traitant, c'est 100 000 euros de sous-traitance accordée à un partenaire. Donc voilà, donc on est à peu près à 4-5 emplois indirects créés donc, chez nos sous-traitants. Voilà, c'est quelques centaines de vélos sur les routes. Et un développement européen et voilà, une présence également dans des pays africains, puisque clairement les problématiques de cyclo-logistique, d'engorgement et de pollution ne sont pas que dans des villes européennes, elles sont également présentes sur des villes de pays en voie d'émergence. Donc on travaille avec Transdev par exemple sur la ville d'Alexandrie,
avec Sulo sur la ville de Kigali et AREP, qui est une filiale de la SNCF du côté de Dakar. Et là, pour le coup, voilà, on apporte toute notre connaissance sur la cyclo-logistique. Et comme en parlait Thibaut, voilà, je trouve important, en tout cas, quand on travaille sur un réaménagement où on pense à la ville de demain, il faut aussi intégrer les industriels des vélos parce que on a une connaissance sur la capacité de nos vélos, par exemple, à remonter des rampes de parking. Aujourd'hui, il y a énormément de parkings qui sont réaiguillés pour faire la logistique d'un kilomètre, mais il y a très peu de vélos aujourd'hui qui sont capables de transporter 100 kg et de sortir d'une rampe de parking de 17%. Donc, on apporte aussi cette connaissance sur ces infrastructures, sur ces modèles de hub et de pistes cyclables et de réglementation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Thomas, merci pour ton intervention très intéressante et du coup, ouais, en effet, tout plein de données qui nous permettent aussi de nous positionner sur ce qu'est le vélo cargo, pardon, et je dirais à son intégration dans un environnement qui parfois est contraint. Tu parlais tout à l'heure de réglementation. C'est vrai qu'on pourrait imaginer peut-être un jour, tout comme on le voit pour je sais pas, des véhicules de type transport en commun, alors là je pense aux bus entre autres, mais une priorité au feu, pourquoi pas une priorité au feu à des vélos cargo qui transportent donc des marchandises. Ça pourrait notamment être le cas, être opéré. D'ailleurs, justement, une question à ce sujet, Thomas, est-ce que dans le cadre de l'usage, en tout cas de pouvoir emprunter des voies bus, notamment des voies de transport en commun, le vélo cargo est-il toléré, est-il accepté, est-il interdit? Non, le vélo cargo aujourd'hui est accepté sur toutes les pistes cyclables et sur les voies de bus. La réglementation en fait impose à tout utilisateur de vélo cargo une motorisation de 250 watts pour être autorisé à rouler sur ces types de voies. Par contre, voilà, c'est toujours un peu le même sujet. Il y a des pistes cyclables qui sont vraiment adaptées, d'autres non. Quand vous transportez 150 ou 200 kilos sur une piste cyclable et que vous croisez des enfants, des familles, c'est toujours un peu compliqué voilà, de pouvoir faire cohabiter un peu toutes ces personnes-là. Donc, il y a vraiment une démarche à avoir sur l'établissement de ces infrastructures pour que tous les usagers des vélos puissent s'entendre, quoi. Ouais, on le voit. Alors Thibaut a peut-être des précisions, mais c'est vrai qu'on l'a vu, hein, notamment pendant les phases de confinement, avec des expérimentations de voies piétonnes, de voies cyclables, alors peut-être provisoires, mais qui dans certaines villes perdurent. On peut peut-être imaginer aussi, ouais, Thibaut, côté métropole, des aménagements dédiés à ce nouveau type de transport et à ce nouveau type de flux, finalement. Effectivement, c'est pour ça que j'ai rallumé la caméra pour pouvoir réintervenir dessus. Alors, effectivement, réglementairement, un vélo cargo, un vélo triporteur est un vélo. Donc, il a les mêmes droits et les mêmes contraintes également que n'importe quel vélo. C'est ce qui donne d'ailleurs son avantage, sa compétitivité en ville. Par contre, effectivement, chose qu'on ne faisait peut-être pas suffisamment dans les précédents plans vélo qu'on pouvait avoir, etc., c'était d'intégrer ces nouvelles pratiques et ces nouveaux modes de transport, que ce soit pour la marchandise, mais aussi de plus en plus les vélos cargo pour le transport de personnes qui se développent énormément dans toutes les villes, de mieux les intégrer quand on conçoit des infrastructures et quand on crée surtout des espaces dédiés pour circuler. Aujourd'hui, et ça tout le monde en est conscient, l'infrastructure cyclable n'est plus forcément une infrastructure partagée, c'est surtout une infrastructure qui est dédiée et sécurisée pour cela, et donc du coup qui va favoriser effectivement ces pratiques. Ouais. Et donc, toujours sur ce sujet, je vois qu'il y a une question de Benoît Trouvé qui, du coup, en 2021, donc, nous indique que les VU et les VUL sont sortis des ZFE, donc j'imagine au sens des zones à faible émission. Quid des VU et VUL électriques? Est-ce qu'ils pourront rentrer ou non dans cette catégorie et dans ces zones? Alors, ça va dépendre des agglomérations. En fait, il n'y a pas une ZFE, il n'y a pas une par un générique. C'est chaque ville décide les critères qu'elles souhaitent appliquer et son degré de contrainte. Sur Bordeaux, d'ailleurs, il n'y a rien qui est validé encore sur la mise en œuvre d'une ZFE. Alors, je ne sais pas quelle agglomération, quelle ville est référencée sur tout le questionnement. Mais si c'est un véhicule qui est électrique, il va être en catégorie critère 0, et donc il n'y a pas de raison qu'il soit exclu de la zone de la faible émission.
Voilà, ce qui n'empêchera pas. Si je prends l'exemple de Bordeaux, on n'a pas de ZFE aujourd'hui. Par contre, la réglementation 7h-11h s'applique à tout véhicule motorisé, qu'il soit électrique ou non. On n'a pas le droit de livrer l'après-midi dans le centre-ville, dans la zone piétonne de Bordeaux, et on peut le faire qu'à vélo ou à pied. Donc, en fait, ça va dépendre complètement de chaque ville, de chaque réglementation qui est appliquée et du seuil de contrainte qui est appliqué sur les ZFE. Toutes les ZFE n'auront pas le même seuil de contrainte. Il y a des ZFE d'ailleurs qui s'appliquent qu'aux poids lourds dans certaines agglomérations et des ZFE qui s'appliquent aux poids lourds, aux véhicules utilitaires et aux véhicules particuliers, qui sont les 3 catégories. On peut rajouter la catégorie des 2 roues motorisées aussi. D'accord. Il n'y a pas une règle générale sur les ZFE en France. Ouais, ok. Est-ce qu'en termes d'aménagement urbain, vraiment centre-ville dense, les aménagements sont maintenant réfléchis, sont repensés de façon à tenir compte de ces arrêts, alors arrêts parfois de courte durée, hein, notamment pour les vélos cargo, alors soit pour récupérer de la marchandise, soit pour la livrer, mais en tout cas vraiment à être intégrés, de façon à être intégrés à la fois au réseau de stationnement, d'aires de stationnement, peut-être avec un tarif préférentiel de stationnement si toutefois les arrêts étaient plus longs. Est-ce que toutes ces stratégies, parce qu'on a beaucoup entendu parler du réseau de pistes cyclables, parfois de hubs de transport, comme le citait Thomas tout à l'heure, voilà. Mais est-ce que cette partie stationnement, elle est encadrée, notamment par les agglos? Pour la partie vélo Oui, pour le vélo cargo notamment, ouais. Alors, sur Bordeaux, aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure de stationnement dédiée à la marchandise. Par contre, effectivement, on travaille beaucoup sur l'amélioration des conditions de stationnement des vélos en général et aussi des vélos cargo, mais pas que cargo, marchandises. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure dédiée. Par contre, effectivement, on s'améliore sur ces aspects-là. Par contre, il y a d'autres agglomérations, peut-être que Thomas aura peut-être plus de vues que moi, d'autres agglomérations qui, elles, ont des infras dédiées à la logistique à vélo en termes de stationnement. Oui, il y en a effectivement, mais voilà, du côté de Strasbourg, je crois que c'est une métropole quand même qui met en place énormément d'infrastructures de stationnement pour les vélos cargo et la cyclogistique. Ouais. Ok. Une autre question de Benoît Trouvé. Comment les logisticiens se positionnent-ils sur la contribution pédalage? Comment intéresser un employé livreur à pédaler dans le cadre de ses activités professionnelles? Alors, un opérateur, en fait, aujourd'hui, clairement, le public qu'on a, comme pourrait dire Thibaut, en fait, c'est assez compliqué. En fait, il faut vraiment une réelle, un engouement en fait en interne, quelque chose qui soit vraiment suivi par une direction et accompagné par un service. En fait, aujourd'hui, on adresse des opérateurs qui traditionnellement étaient un véhicule utilitaire motorisé, qui étaient au chaud, qui écoutaient la radio dans leur véhicule. Et du jour au lendemain, on va leur dire, écoutez, voilà, on vous met un vélo cargo, et ils ont le sentiment clairement d'être un peu rétrogradés ou d'être pas forcément considérés. Et c'est ce qu'on a connu, nous, avec la mairie de Paris, où on équipe un des services de nos flottes de vélos. On a clairement vu et senti une levée de bouclier qui nous a empêché en fait, de faire utiliser nos vélos cargo. Et petit à petit, en fait, on a eu l'effet gilet jaune, grève des transports en commun, donc énormément de personnes sur la route. Et finalement, en fait, ils ont été un peu par la force des choses obligés de rouler avec des vélos pour faire leur activité. Et là, à ce moment-là, il y a eu un amour voilà, qui est né chez eux pour le vélo, et maintenant, ils l'utilisent. Mais c'est vrai que il est nécessaire, en tout cas, nous, on a, en plus de notre casquette constructeur de vélo cargo, on doit aussi accompagner ce changement, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ces cyclistes, ces nouveaux opérateurs, en fait, c'est un nouveau profil, quoi, hein. Clairement, les livreurs aujourd'hui c'est un public qui est de peut-être de 45 à 60 ans, et donc et par contre, voilà, des sociétés qui se développent dans la cyclo-logistique, c'est toute nouvelle société, ont des salariés qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont cette appétence pour le vélo. Voilà, on retrouve un peu ce type d'aficionados du cycle. Donc, c'est complètement une cible différente. Et donc, aujourd'hui, clairement,
des sociétés qui opèrent déjà en centre-ville avec véhicules motorisés, elles ont beaucoup de mal à intégrer le vélo. Et c'est pour ça qu'elles sous-traitent à des boîtes qui se sont développées pour cette cyclo-logistique parce qu'ils ne souhaitent pas forcément avoir ressenti en tout cas ce désamour et créer voilà, des conflits en interne, quoi. Merci. Une autre question de la part de Benoît à trouver. Est-ce que le 25 km/h, c'est largement suffisant pour un logisticien? Le quid des villes avec du dénivelé. Alors, quid Ouais. du dénivelé, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, comme les vélos VUF Bike le sont, équipés notamment de l'assistance électrique pour parer au mieux à ces pentes ou rampes. Hmm. Alors, en fait, la vitesse, en fait, c'est un faux débat parce que on n'y arrive que très rarement à 25 km/h en ville, même à vélo, on roule autour de 15 km/h. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment le moteur. Et ça, nous, on travaille, donc on est dans des groupes de travail également pour tracer une norme européenne pour, euh, pour peut-être en fait essayer d'augmenter la puissance moteur. Tout simplement parce que si on augmente la puissance moteur, donc on facilite l'usage de toute manière. Et donc, on nous permet également de transporter plus de poids, donc plus de charge, et donc gagner quand même des petites parts de marché sur des véhicules utilitaires légers, comme le Kangoo, le Partner, clairement. Donc voilà, donc 25 km/h, tout le monde y arrive. De toute manière, même en vélo qui n'est pas assisté électriquement, difficile en centre-ville d'arriver à plus de 25 km/h. Donc voilà, donc, en cyclo-logistique, 15 km/h, mais par contre, il y a un gros travail à faire sur la motorisation. Ok. Merci à vous. Avez-vous d'autres questions parmi les participants? Non? En tout cas, bon, moi, ce que je retiens, voilà, alors à la fois des décisions, des actions, des stratégies qui sont impulsées par les villes, les collectivités, les métropoles de façon générale, avec tout de même, et comme le précisait Thibaut tout à l'heure, vraiment, enfin, il faut aussi que cette volonté soit inculquée aussi par les transporteurs, donc par les très grosses sociétés de logistique et avec quand même également derrière la possibilité, en tout cas insuffler cette stratégie via des hubs de transport, via potentiellement des plateformes aussi, hein, des plateformes de transfert entre, je dirais, la version poids lourd et puis beaucoup plus léger, cyclo-cargo notamment, vélo-cargo notamment. Et avec cette capacité quand même, et on le voit, les choses bougent, les choses avancent. Thomas le signifiait tout à l'heure, des décisions gouvernementales, en tout cas vers des aides qui sont apportées et de plus en plus, alors à la partie électrique, véhicules électriques certes, mais cyclotouristes également. Et donc finalement, peut-être une réglementation qu'il va falloir faire bouger, qu'il va falloir faire évoluer de façon à ce que ces livraisons en centre-ville, qui restent quand même une vraie volonté de la part des institutionnels de façon générale pour, comme je disais en introduction, hein, garantir une qualité de l'air bonne, garantir des nuisances sonores réduites, bah, du coup passera aussi par cette logistique du dernier kilomètre via une écologistique. Euh, si vous avez... Ah, je vois une dernière question. Thomas, c'est par rapport à tes marchés et à tes clients. Tu parlais tout à l'heure d'une implication en France, tu nous as parlé aussi d'Amsterdam, tu parlais de l'Afrique de façon générale. As-tu quelques exemples de clients sans forcément rentrer dans la confidentialité de certains marchés en cours? Oui, donc maintenant, aujourd'hui, notre plus gros client, c'est dans un appel d'offres qui s'appelle Vélogistique. C'est un programme qui met à disposition gratuitement des vélos cargo pour des professionnels qui ont des velléités à laisser leur véhicule utilitaire motorisé au garage. Donc, en fait, c'est une substitution. On met des vélos cargo comme alternative à leur véhicule. Et donc, c'est un marché à bon de commande aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine de vélos vendus sur cet appel d'offres et les bénéficiaires, donc on les appelle comme ça, des bénéficiaires, ça va de sous-traitants d'Amazon qui nous commandent des lots de vingtaine de vélos, à des Carrefour City, à des collectivités,
voilà, une en Nouvelle-Aquitaine comme Bidart ou Cibourg. Donc voilà, on traite un peu de la start-up au grand donneur d'ordre. Donc voilà, aujourd'hui, c'est clairement notre plus grosse référence. Et ensuite, je vous ai parlé un peu de ce développement en Afrique, où là, voilà, sur le port d'Alexandrie, c'est sûrement notre deuxième grosse référence, où on va aider en fait le dispatch de matières qui arrivent en fait sur le port pour en fait les aiguiller sur la ligne d'Alexandrie. Donc voilà, pour le coup là, c'est une cinquantaine de vélos. Et voilà, ce sont nos deux plus grosses références. Ouais, des bonnes références et du coup un réseau qui s'étend aussi avec des vrais besoins et on le voit selon les différents pays, les différents continents. Ouais. Une vraie nécessité. Merci à vous deux, merci Thibaut, merci Thomas. Merci. Je vous propose, 11h58, on est dans les temps. Je vous propose de conclure ce webinaire. Merci encore à vous deux, merci à vous tous les participants pour votre présence, votre attention et vos questions. Et puis finalement, vous avez en fond d'écran les différents événements d'ID4Car à venir. N'hésitez pas à les consulter sur notre site web tous les événements et toutes les fiches descriptives et vous y inscrire selon vos intérêts. Merci encore à vous tous. Oui. Je me permets juste une petite intervention rapide concernant les événements à venir côté ID4Car, parce qu'on a dans le prolongement du webinaire d'aujourd'hui, vous avez un webinaire le 2 juillet qui vous attend le 2 juillet sur le transport durable de marchandises et l'optimisation des chaînes logistiques, où vous retrouverez cette fois-ci Rennes Métropole et deux acteurs du réseau, Glinko, qui est un acteur spécialisé dans le transport urgent de marchandises, et Fleximodal, qui a développé un système d'attache remorque pour les vélos, justement. Voilà, petite parenthèse refermée. Voilà, donc merci Simon. C'est vrai qu'on voit que ce monde est en train de grossir vite, parce qu'il y a un vrai intérêt et du coup, avec ça prend tout son sens avec tout ce qu'on a pu se dire durant cette heure. Merci à vous tous et à très vite. Et bon appétit à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.